11 avril 1945. Les Américains franchissent les portes de Buchenwald, camp d'extermination où les nazis mettaient en place la solution finale. 50 000 personnes sont mortes. Mais grâce au courage d'une poignée d'hommes, 1000 enfants ont survécu à la barbarie. Le moindre geste de solidarité, d'affection, c'était quelque chose qui pouvait vous aider à sortir de cet univers épouvantable. Nous sommes des exceptions, c'est une règle. Et dans une règle, il y a des exceptions. J'étais enfant à Buchenwald, dans un instant. Pourquoi risquer coupures et entailles? Voici Cool Skin de Philichev, la rencontre unique d'une crème de rasage et d'un rasoir. Avec Cool Skin de Philichev, vous allez découvrir une sensation que vous n'imaginiez même pas. Désormais, douceur et fraîcheur ne font plus qu'un. Philips, faisons toujours mieux. Bon, toute l'équipe est là, merci d'être venus tous maquillés. Les maquillages actuels, waterproof, longue tenue, sont très difficiles à enlever. Alors vous allez essayer notre coton Lotus super résistant, sans le ménager, hein? Vous pourrez vous démaquiller une première fois, plier, repasser encore. Pas de peluche, ça ne bougera pas. Aucun maquillage ne lui résistera. Allez, on s'y met. Vous m'avez même pas attendu. Coton Lotus, aucun maquillage ne lui résiste. T'as de beaux yeux, petit. Oh. Il y a des moments où on n'a pas envie d'utiliser son téléphone mobile. Alors avec Ola, si vous ne finissez pas votre forfait ce mois-ci, vous le finirez le mois prochain. Avec le report des minutes, Ola réinvente le forfait. Oh, la vie est belle. Alors là-bas, la merde glace, on la voit bien. Puis là-haut, elle monte là. On peut rater ses vacances? Pas ses photos. Quand il y a du soleil et quand il n'y en a pas. Kodak Ultra, des photos réussies dans tous les cas. Esso Ultron pour lubrifier, nettoyer et protéger votre moteur dès les premiers tours. Esso Ultron, la protection immédiate dès le démarrage. Envoyer une information d'un bout du monde à l'autre, c'est très beau. Mais avec UUNet, l'opérateur Internet des entreprises, c'est aussi terriblement efficace. UUNet est le premier réseau mondial Internet pour l'entreprise. Premier par la puissance, premier par la rapidité. UUNet, qui peut faire mieux que le leader mondial? Tu as les renseignements sur tous nos concurrents sur Internet? Bah web. Eurydill, maintenant sur Internet. On peut rater ses vacances? Pas ses photos. Quand ça bouge et quand ça bouge pas, Kodak Ultra, des photos réussies dans tous les cas. Arrête-toi. Hein? Et voilà. C'est pas croyable. Arrête-toi. Hein? Arrête-toi. Mais non, on va chez Ford, Lino. Je te dis de t'arrêter. Mais non, on va chez Ford. Arrête-toi. On va leur expliquer maintenant. Chez Ford, pendant les journées stars, tous les breaks sont au prix des berlines. En plus, la Mondeo Turbo Diesel est à partir de 99 900 francs. TF1 vous informe que ce programme comporte des documents filmés par l'armée américaine lors de la libération du camp de Buchenwald. Ces témoignages en images de la barbarie nazie peuvent toucher la sensibilité d'une partie du public. Le 11 avril 1945, les Américains franchissent les portes du camp de Buchenwald. Des portes au-dessus desquelles on pouvait lire à l'époque cette devise aujourd'hui disparue, à tort ou à raison, ma patrie. Horrifiés, ils vont découvrir un spectacle auquel les combats pourtant durs qu'ils viennent de livrer ne les ont pas préparés, celui d'un camp de concentration, d'une usine d'extermination par le travail. Quelques 21 000 survivants errent au milieu des mourants et des cadavres. Depuis le 6 avril,
ils n'ont pratiquement plus rien à manger. 2 mois auparavant, ils étaient encore 85 000. À Buchenwald, à la différence de Dachau ou d'Auschwitz, il n'y a pas de chambre à gaz. Mais les Américains vont découvrir les fours crématoires et les piles de cadavres. Mais le plus bouleversant, c'est peut-être de voir sortir des baraques près d'1 millier d'enfants qui ont survécu à toute cette boucherie. Des enfants dont le plus jeune avait 4 ans et demi. Cette survie massive, exceptionnelle dans les camps, les enfants la doivent à la situation particulière du camp de Buchenwald. Un camp où une organisation de résistance clandestine s'est formée. C'est elle qui va prendre ce risque incroyable de s'opposer par tous les moyens au massacre des enfants. Mais ces enfants ne sont pas arrivés directement à Buchenwald. Ils ont d'abord traversé toutes les épreuves connues de la Shoah et vu leur enfance voler en éclats. Comme David Perlmutter, qui venait tout juste d'avoir 8 ans à la libération du camp. C'est difficile de me croire si je vous dis que en octobre 42, j'avais donc 5 ans et demi exactement, et que je suis passé par une sélection, c'est-à-dire gauche, droite, un officier un officier nazi qui vous indique sa gauche ou sa droite. Sa gauche, c'était Treblinka, c'est-à-dire l'extermination. Sa droite, c'était camp de travail. Alors, lorsque je dis ça, et que je suis passé à sa droite, bon pour le travail, à 5 ans et demi, aujourd'hui, en 1995, c'est difficilement croyable, et pourtant. Finalement, vous savez, je suis une des rares exceptions. Je suis une exception parmi les milliers, les dizaines de milliers d'enfants qui avaient mon âge et qui n'ont pas survécu. Si on réfléchit aujourd'hui, combien y en a-t-il qui restent? Les enfants qui ont été déportés, nés en Pologne en 1937, juifs, dans une communauté qui comportait 3,5 millions d'individus. Est-ce qu'il y en a 10? Nous sommes 2 en 1937. 38, combien y en a-t-il? 39, 40. Youchou est né en janvier 41. Nous sommes des exceptions, c'est une règle. Et dans une règle, il y a des exceptions. Bulva avait 15 ans lors de son arrivée au camp. Vous êtes revenu souvent à Buchenwald, mais quel effet ça vous fait à chaque fois? Ah, ça fait quelque chose
une émotion. Et ça vous secoue pendant plusieurs jours. Ne serait-ce que là, comme on vient d'arriver, rien qu'en sortant du taxi, devant les casernes, ça vous remue. Pourquoi les casernes? Parce que nous avons été dans ces casernes après la libération. Et ça remue, c'est des souvenirs. Quelle était la chose qui vous faisait le plus peur dans cet univers? Je ne sais pas s'il y avait vraiment une peur. Parce que je crois que lorsque nous sommes arrivés à Buchenwald, on souhaitait en finir. Enfin, d'un côté, on voulait survivre, mais on en avait assez de souffrance et je ne sais même pas si quelque chose nous faisait peur. Vous étiez au bord de... Ah oui, ah oui. Oui, 5 ans et demi. Et je dis franchement, quand on y pense, être là 50 ans après encore, ça tient du miracle. Quand vous voyez un tel univers organisé pour la mort. Pour la mort, oui. Tout était organisé. Tout était structuré, tout était organisé. Ils avaient tout prévu. Sauf vous. Au moment où les nazis commencent à brûler les livres, avant d'envahir l'Europe et de faire la chasse aux Juifs, ceux que l'on appellera plus tard les enfants de Buchenwald ont encore des parents, des frères et sœurs, des compagnons de jeu. Très vite, ils vont se retrouver traqués, enfermés dans des ghettos en Pologne ou ailleurs. Ils vont voir s'écrouler devant eux un monde qui leur paraissait immuable, voir disparaître tout ce qui constituait les remparts de leur enfance, se sentir incompréhensiblement expulsés du genre humain. Je n'ai aucun souvenir ni de mes parents, ni de ma famille, ni de personne. Aucune photo, aucune photo. Aucun document, aucune photo. Ces photos de votre histoire d'avant la déportation, elles ont disparu à quel moment? Disparu en 1942, avec mes parents, avec ma mère, avec ma grand-mère, etc. Car, comme vous savez, en 1942, en Pologne, il y a eu de l'extermination des gens du ghetto dans cette ville où j'habitais. Et ma mère a été exterminée, puisqu'en 42, en octobre 42, avec tous les Juifs, avec plus de 20 000 personnes, ils ont été envoyés à Treblinka, dans cette chambre à gaz, et ma mère avec mon frère ont disparu à Treblinka. Par contre, ma grand-mère, qui était une personne déjà un peu âgée, qui avait du mal à marcher, elle a été descendue dans la cour et fusillée, une balle dans la tête par les Allemands. Le 7 mars 1940, dans le ghetto de Lodz, le petit Élie Buzyn assiste à l'assassinat de son frère aîné. Une telle violence, une telle soudaineté, une telle intensité, et qui en plus se retourne contre votre frère aîné, avec qui vous avez vécu pendant 10 ans, dont vous étiez le petit frère qu'il adorait, qu'il choyait, et vous le voyez disparaître à jamais. Il y a un Allemand qui est arrivé qui lui a tiré dessus. Oui, il n'est pas arrivé, non. On était tous groupés dans une cour, on nous déportait, donc on nous a déportés de chez nous, et puis on a choisi 3 jeunes gens pour l'exemple, pour montrer que la soldatesque allemande était forte et qu'elle allait imposer sa volonté et qu'il ne fallait pas ni fuir, ni faire quoi que ce soit, etc. Donc on a sorti 3 jeunes gens les plus hauts de taille et on les a pris là et on les a mis en face de tous et on les a exécutés. Et de voir ça, et déjà de voir soi-même, bon, on voit ce que l'on voit, mais de voir sa propre mère assister à l'exécution de son fils aîné et voir le traumatisme que ça fait pour elle, alors ça, c'était totalement insupportable. Et j'ai basculé comme ça du jour au lendemain de mes 10 ans à devenir même pas un adulte, mais plus un enfant. Et c'est en quelques mois, j'étais obligé de comprendre
que l'adulte de la famille, le responsable de la famille, c'était moi, parce que ma mère était dans une grande dépression après l'assassinat de mon frère. Mon père également a été extrêmement traumatisé par cette horrible chose, à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Et ma sœur qui est tombée malade, en plus, qui était très malade après cette déportation, et cet assassinat, et donc j'étais le seul valide. La liquidation des ghettos, les déportations massives vers les camps de la mort commencent. Jacques Silbermine part de Drancy le 7 octobre 1943. Il vient d'avoir 14 ans. Nous étions environ 1300-1350 personnes et encadrés donc par la gendarmerie française. Nous sommes allés dans une petite gare, une gare de marchandises toute proche du camp de Drancy, qui était, je crois, à Pantin. Et là, il y avait un train de marchandises avec une particularité, c'est que aux ouvertures qui se trouvent aux fenêtres de ce train de marchandises, il y avait des barbelés. Alors c'était des wagons de marchandises sur lesquels on pouvait lire 8 chevaux, 40 hommes. Et on nous a fait monter à 60 personnes avec les bagages. J'avais, avant le départ, demandé à ce que ma mère puisse prendre un wagon sanitaire, pensant qu'elle pourrait voyager dans des conditions plus confortables. Certains ont essayé de m'en dissuader, mais je n'avais pas compris. Alors, rétrospectivement, un wagon sanitaire, lorsqu'on est acheminé vers les camps de la mort, je ne vois pas très bien ce que ça pouvait être. Il n'est pas invraisemblable qu'elle était assassinée peut-être avant le départ, parce qu'il n'y avait pas de wagon sanitaire, en fait. Et je l'ai toujours regretté. Et finalement, je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas. Le résultat eût été le même de toute manière. En direction d'Auschwitz ou de Treblinka, les convois affluent de tous les coins d'Europe. Des Juifs, bien sûr, mais pas seulement. Des Tziganes aussi. Quand la Gestapo vient l'arrêter dans sa classe pour le déporter à Auschwitz avec toute sa famille, Karl Stoïka est un petit écolier viennois de 11 ans. La déportation, 3 dessinateurs français déportés à Buchenwald l'ont croqué sur le vif. Mais Karl Stoïka, lui, s'est mis récemment à la peindre pour tenter de l'exorciser un peu. Dans mon wagon, nous étions